ma mère a promis de témoigner contre moi pour aider mon ex. Alors, j'ai apporté au juge le carnet de liaison de mon fils, les messages de l'école et 2 ans de preuves qu'ils avaient tous choisi d'ignorer. Je m'appelle Raymond, j'ai 33 ans, et depuis mon divorce, je vis dans un appartement de 2 pièces à Villeurbanne, au 4e étage d'un immeuble des années 70, avec une table trop grande pour moi tout seul et un tiroir entier rempli de feutres, de chaussettes taille 28 et de petits dinosaures en plastique. Je travaille comme technicien de maintenance dans une entreprise qui gère des immeubles autour de Lyon. Mes horaires ne sont pas toujours simples, des interventions tôt le matin, parfois des astreintes, des pannes de chaudière à régler quand tout le monde rentre chez soi. Mais depuis la séparation avec Clara, j'avais organisé ma vie autour de mon fils, Noé. Son cartable restait accroché derrière ma porte 1 semaine sur 2, juste à côté de mon blouson de travail. Je crois que c'est ce détail qui m'a aidé à tenir bon quand mon entourage a commencé à dire que je ne voulais pas vraiment m'occuper de lui. Au début, la garde alternée fonctionnait bien. Elle n'était pas parfaite, mais rien ne l'est après une séparation. 1 semaine chez Clara, 1 semaine chez moi, avec un passage de relais le lundi matin à l'école. Comme ça, Noé ne se retrouvait pas à faire la navette avec son sac au milieu d'un parking. On avait inscrit cela dans la convention, avec les vacances partagées, l'autorité parentale conjointe, les frais de cantine et les dépenses exceptionnelles à diviser avec des justificatifs. Sur le frigo, j'avais un calendrier aimanté où j'écrivais en bleu mes semaines, en vert les rendez-vous, en rouge les jours où je devais prévenir mon chef que je partirais plus tôt. Noé avait 6 ans. Il était en CP dans une école publique à 2 arrêts de tram de chez moi. Le matin, je le déposais devant le portail à 8h20, avec sa gourde dans la poche latérale du cartable et son manteau fermé de travers parce qu'il refusait toujours de rester immobile. Madame Mercier, son enseignante, avait cette manière de saluer les parents sans se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Elle écrivait dans le carnet de liaison des mots courts et précis, « Merci de signer l'autorisation de sortie, lecture à revoir pour vendredi, rendez-vous parents-professeur mardi 17h15. » Je signais. Clara signait. Parfois, l'un de nous deux oubliait, et l'autre compensait. Rien d'extraordinaire. Clara et moi ne nous étions pas quittés dans un grand conflit. Plutôt dans une fatigue qui avait duré trop longtemps. Elle avait 32 ans, travaillait dans une agence d'assurance dans le 3e arrondissement de Lyon, et savait parler doucement même lorsqu'elle faisait une remarque blessante. Elle ne s'emportait presque jamais. Elle disait, « Je ne te reproche rien, Raymond, je constate. » Ou bien, « Je ne parle pas de toi, je parle de la stabilité de Noé. » C'était plus difficile à gérer qu'une dispute, parce que, de l'extérieur, elle donnait toujours l'impression d'être raisonnable. Les premiers mois, quand elle m'envoyait un SMS pour modifier un horaire, je répondais simplement par l'affirmative si je le pouvais. « Tu peux prendre Noé vendredi à 16h30 au lieu de 18h ? J'ai un empêchement. » Oui, je m'organise. Je m'organisais vraiment. Je décalais une intervention, je demandais à Karim, un collègue, de terminer un relevé de compteur, et je prenais le tram T3 en courant avec mon sac à dos encore plein de tournevis. Quand j'arrivais devant l'école, Noé sortait en sautillant et me demandait si on mangeait des pâtes. Chez moi, il y avait souvent des pâtes. Pâtes au beurre, pâtes au thon, pâtes avec du gruyère râpé. Un soir, il m'a dit, « Chez toi, les pâtes ont toujours le même goût. » J'ai pris cela comme un compliment. La situation s'est dégradée sans que je puisse identifier le jour exact. Une phrase au téléphone. Un regard de ma sœur. Un message de ma mère à la suite d'une demande de Clara. Appelle ta mère. Clara est épuisée. Je lisais cela dans le métro, debout entre 2 étudiants et une dame avec un cabas de course. Je répondais, « Je suis au travail, je rappelle ce soir. » Le soir, Mireille, ma mère, me parlait déjà comme si tout était de ma faute. « Tu pourrais faire un effort, Raymond. » Quel effort ? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Clara nous dit qu'elle doit toujours tout gérer. Elle m'a demandé de prendre Noé plus tôt vendredi. J'ai dit oui. Oui, mais tu calcules. On dirait que tout est une faveur. Mon père, Alain, ajoutait parfois depuis l'arrière-plan, sans prendre le téléphone, un adulte ne discute pas pour des affaires de cantine. La cantine, justement, je la payais. La mairie envoyait les factures chaque mois. Parfois Clara avançait l'argent, parfois c'était moi, et nous régularisions ensuite. Je faisais des virements avec des libellés précis, cantine Noé Mars,
chaud sur Noé, orthophoniste, même quand il ne s'agissait que d'une demi-séance non remboursée. Je gardais les reçus dans une boîte à biscuits vide sur l'étagère du salon. Pas par méfiance, juste parce que j'ai toujours eu peur d'égarer les papiers importants. Puis Clara a commencé à interpréter chaque arrangement en ma défaveur. Si elle me demandait de garder Noé un mercredi parce qu'elle avait une réunion, elle affirmait 3 semaines plus tard que j'avais encore voulu modifier le planning. Si j'achetais un manteau parce que la fermeture du sien était cassée, elle racontait à mes parents qu'elle avait dû insister pour que je participe aux frais vestimentaires. Si je ne répondais pas pendant 2 heures à cause d'une panne dans une copropriété, elle m'écrivait « Tu vois, c'est toujours pareil, il est impossible de compter sur toi. » Un soir de novembre, après une journée passée à courir entre 2 immeubles de Bron et un local technique inondé à Vaux-en-Velin, j'ai reçu un SMS de sa part pendant que je réchauffais une soupe pour Noé. Encore un changement de ta part. Noé a besoin de stabilité. J'ai relu 2 fois. Ce changement, c'était elle qui l'avait demandé la veille. J'ai tapé, Clara, tu m'as demandé hier de le garder jusqu'à jeudi matin parce que tu as une formation. Elle a répondu, tu perçois toujours cela comme une critique, alors que je parle simplement de l'équilibre de notre enfant. Noé était à table, dans son pyjama dinosaure, occupé à séparer les croûtons de sa soupe. J'ai posé le téléphone face contre la table. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas que mon fils grandisse avec le bruit des notifications comme ambiance de son enfance. Ma famille n'a pas seulement écouté la version de Clara. Elle a commencé à reprendre ses mots. Ma mère disait, Clara, au moins, elle s'exprime. Mon père disait, à ton âge, il faut savoir faire des concessions. Ma sœur Élodie, qui habitait à Caluire avec son compagnon et ses 2 filles, me lançait des remarques prudentes mais déjà orientées, je pense que tu devrais réfléchir à ce que ressent Noé. Tu es très fermé, Raymond. On ne sait jamais ce que tu penses. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Dans ma famille, on m'avait appris à ne pas créer de problème. Quand j'étais petit, si quelque chose me peinait, ma mère disait, passe à autre chose. Si je protestais, mon père soupirait, tu veux toujours avoir raison. Alors, adulte, face à eux, je redevenais ce garçon qui garde tout pour lui. Je pensais que me taire protégeait Noé. En réalité, mon silence laissait le champ libre aux autres. Le dimanche où la situation a pris une autre tournure, ma mère m'avait invité à déjeuner. Juste nous, avec Élodie, cela fera du bien. J'avais Noé ce week-end-là. Il portait un pull bleu avec un tricératops et tenait un dessin plié en 4 pour sa mamie. Je suis monté chez mes parents, dans leur appartement près de la station gratte-ciel, et j'ai senti dès l'entrée qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Il y avait une personne de plus dans le salon. Clara était assise à table. Elle devait avoir Noé dans les bras 2 minutes auparavant, visiblement, car il s'est éloigné d'elle en me voyant et a couru vers moi avec un air gêné, comme s'il se sentait responsable d'une situation délicate. Sur la table, il y avait le poulet rôti, la salade déjà assaisonnée, les verres servis, la nappe plastifiée des dimanches. Tout semblait ordinaire, sauf l'essentiel. Tu ne m'avais pas prévenu que Clara serait là, ai-je dit à ma mère. Mireille a évité mon regard. Nous voulions échanger calmement. C'est préférable d'être tous ensemble. Clara m'a adressé un sourire fatigué. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras, Raymond. Mais à un moment, il est important que les adultes communiquent. Je suis resté debout un instant de trop. Noé tirait sur ma manche. Papa, je peux colorier? Oui, mon grand. Je lui ai installé ses feutres au bout de la table, près de la corbeille à pain. Je me suis assis en face de Clara. Élodie était présente aussi, droite sur sa chaise, les lèvres pincées. Mon père découpait le poulet en évitant les regards. Au début, Clara s'est exprimée doucement. Elle a expliqué qu'elle était très fatiguée, que la garde alternée demandait beaucoup d'énergie, et qu'elle ne souhaitait pas me faire de reproches. Puis, elle a commencé à énumérer ses critiques. Il arrive en retard à l'école. Il oublie les affaires de Noé. Il remet en question chaque dépense. Noé a besoin de quelqu'un de régulier. Je l'écoutais avec un poids étrange sur la poitrine. Ce n'était pas de la colère, mais plutôt une sensation d'étouffement. J'ai voulu répondre, mais ma mère m'a interrompu. Nous l'avons tous constaté, Raymond. Constaté quoi? Que Clara assume beaucoup de choses. J'ai regardé mon père. Il a posé son couteau.
ta mère n'a pas complètement tort. Tu pourrais payer sans faire de difficulté. Mais je paie. Clara a baissé les yeux, comme si ma phrase l'attristait. Tu paies quand on te le rappelle. C'est faux. Élodie a soupiré. Ce n'est pas le moment de faire les comptes. Pense à Noé au lieu de vouloir prouver que tu as raison. C'est à ce moment-là que Noé a pris la parole. Il n'a pas pleuré. Il a juste murmuré, les yeux fixés sur son coloriage, « Maman dit que papa ne veut jamais s'occuper de moi. » Un silence a figé la table. Mon père a pris son verre et l'a reposé sans boire. Clara a fermé les yeux un instant. Ma mère n'a pas paru surprise. Je me suis tourné vers mon fils. Qui t'a dit cela, mon grand? Il a frotté son feutre vert contre la feuille au point de presque trouer le papier. C'est quand maman parle avec mamie. Elles disent que tu préfères être tranquille. Je n'ai pas répondu immédiatement. Toute réaction risquait d'alourdir l'atmosphère pour lui. Alors, j'ai posé ma main sur son épaule. Tu n'es responsable de rien, Noé. Clara a repris la parole rapidement, tu vois? Il entend des choses parce qu'il ressent les tensions. Ce n'est sain pour personne. J'ai levé les yeux vers ma mère. Vous parlez de moi de cette manière devant lui? Mireille s'est redressée. Elle avait ce ton que je connaissais depuis l'enfance, celui de la personne qui s'estime dans son bon droit. S'il faut choisir entre le bien-être de Noé et ton amour-propre, je choisirai Noé. Mon amour-propre? Oui. Et si un juge me demande ce que j'ai observé, je répondrai en toute franchise. Je me souviens du bruit de la fourchette d'Élodie contre son assiette. Je me souviens de Noé qui faisait mine de ne pas écouter. Je me souviens surtout de ma propre voix, étonnamment calme. Je ne t'ai jamais demandé de cacher quoi que ce soit. Je t'ai simplement demandé de m'écouter. Personne n'a répondu. Je suis parti avant la fin du repas. J'ai mis le manteau de Noé, rangé ses feutres dans sa trousse et pris son dessin plié. Dans l'escalier, il m'a demandé si mamie était fâchée. Je lui ai expliqué que les adultes avaient parfois du mal à communiquer sereinement. C'était une explication simple, mais c'était la seule que je pouvais lui offrir. Le soir, après l'avoir accompagnée chez Clara comme convenu, je suis rentré dans mon appartement. Le silence m'a accueilli avec le cartable absent, la chaise vide et la petite brosse à dents dans le gobelet. Je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone, le carnet de liaison et la boîte à reçus. À 2 heures du matin, je lisais encore. Je ne cherchais pas à avoir raison. Pas à ce stade. Je cherchais à comprendre comment ils avaient réussi à me faire passer pour absent dans une vie où j'étais pleinement impliqué. Les dates ne correspondaient pas. Un retard que Clara m'attribuait tombait sur une semaine où Noé était chez elle. Une facture de cantine prétendument impayée avait été réglée par virement 10 jours avant son message à ma mère. Un rendez-vous chez le dentiste, qu'elle présentait comme une démarche effectuée seule, avait été pris depuis mon téléphone, j'avais même le SMS de confirmation du cabinet. Le carnet de liaison montrait ma signature sous 2 mots de Madame Mercier que Clara assurait n'avoir jamais vu, la réunion de rentrée et une autorisation de sortie à la médiathèque. J'ai procédé de manière méthodique. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur, Noé, garde et frais. Puis, des sous-dossiers par mois. Janvier, février, mars. J'y ai classé les captures d'écran des SMS, les documents de l'école, ceux de la santé, de la cantine, des achats et des virements. J'ai numérisé le carnet de liaison page par page avec mon téléphone, en m'assurant que les dates soient bien visibles. J'ai photographié les tickets de caisse, les baskets de sport, le manteau, la trousse, les cahiers, les médicaments pour enfants, le sérum physiologique, le pyjama dinosaure. Ce n'était pas une démarche agréable. Mais pour la première fois depuis des mois, les faits étaient rassemblés devant moi et rétablissaient la vérité. Je n'ai rien dit à ma famille. J'ai continué à répondre aux demandes d'organisation de Clara, mais uniquement par écrit. Lorsqu'elle appelait, je ne décrochais pas et je lui envoyais un message, « Merci de m'écrire pour que nos échanges restent clairs. » Cela l'agaçait profondément. « Tu vas tout judiciariser maintenant ? Je préfère éviter les malentendus. Tu manques totalement de souplesse. Je viendrai chercher Noé vendredi à 16h30 comme tu l'as demandé. » Le soir même, ma mère m'envoyait souvent un message. Clara est vraiment fatiguée. Tu devrais te montrer plus compréhensif. Ou bien, tu n'as pas besoin de tout noter.
Nous ne sommes pas au tribunal. Un jour, j'ai répondu à mon père, qui avait formulé la même remarque, justement, cela pourrait le devenir. Il n'a pas rappelé. Mon premier doute sérieux est apparu à cause d'un détail anodin. J'étais en intervention dans un immeuble, pour une panne d'ascenseur qui bloquait une résidente au 7e étage depuis 2 jours. J'avais envoyé un message à ma mère car elle m'avait appelé 3 fois, je ne peux pas répondre, panne d'ascenseur au travail, je te rappelle plus tard. Je ne l'avais écrit qu'à elle. Ni à Clara, ni à Élodie. Le lendemain, Clara m'a envoyé, cesse d'utiliser tes interventions d'ascenseur comme excuse, Raymond. Nous savons tous que c'est bien pratique. Je suis resté immobile dans le local technique. Ce n'était pas seulement le mot ascenseur qui m'interpellait. C'était le nous. J'ai fait une capture d'écran. Puis, j'ai relu les échanges des semaines précédentes. Clara utilisait des expressions exactes que j'avais partagées avec ma mère. Je suis retenu par une astreinte. Je dois poser une demi-journée. Je ne peux pas inverser 2 semaines d'un coup. À chaque fois, la phrase réapparaissait chez Clara hors de son contexte, présentée comme un refus de m'investir. L'événement décisif s'est produit un mardi soir. Noé était chez sa mère. Je venais de rentrer du travail quand mon téléphone a vibré. C'était Clara. Elle m'avait envoyé une capture d'écran par erreur. Je l'ai ouverte par réflexe. Il s'agissait d'une conversation avec ma mère. Un court extrait, mais suffisant pour comprendre. Mireille, il m'a confirmé qu'il serait disponible pour vendredi. Clara, oui, mais dans ton témoignage, précise bien que c'est lui qui a demandé à modifier le planning, pas moi. Sinon, notre argument ne tiendra pas. Mireille, je formulerai cela autrement. J'écrirai qu'il change souvent d'avis et que Noé en est perturbé. Clara, c'est parfait. Il vaut mieux rester vague sur les détails. Le message a été supprimé quelques secondes plus tard. Puis, Clara m'a écrit, ne tiens pas compte du dernier message, je me suis trompé de destinataire. J'avais déjà sauvegardé l'image. J'ai posé le téléphone sur la table. Je me suis approché de la fenêtre. En bas, dans la cour de l'immeuble, la vie suivait son cours normal. Ma mère n'avait pas seulement écouté Clara. Elle l'aidait à construire un récit de toutes pièces. Elle ajustait les faits à sa convenance. J'aurais pu l'appeler. J'aurais pu m'emporter. J'ai même composé son numéro. Puis, j'ai aperçu le carnet de liaison de Noé, ouvert à une page où son enseignante avait noté « Noé semble fatigué cette semaine. Merci de l'accompagner dans sa lecture. » Nos 2 signatures y figuraient, côte à côte. Noé subissait déjà trop cette situation. J'ai effacé le numéro avant de lancer l'appel. J'ai ajouté la capture au dossier. Le lendemain, j'ai consulté une avocate. Son cabinet se trouvait près du tribunal judiciaire, dans une rue calme. J'avais imprimé de nombreux documents, rangés dans une pochette cartonnée. Elle m'a écouté pendant 10 minutes. Puis, elle a pris la parole. Monsieur, je comprends que vous vous sentiez trahi. Mais devant un juge, l'émotion ne suffit pas. Nous allons retirer les impressions et les ressentis. Nous ne conserverons que ce qui est daté, vérifiable et factuel. Je me suis senti soulagé. Quelqu'un posait enfin un cadre clair. Elle a examiné les documents un par un. Les SMS où Clara demandait une modification de planning. Les messages où elle affirmait ensuite le contraire. Les virements bancaires. Les reçus de la cantine. Les emails de l'école confirmant ma présence à 2 réunions. Les pages du carnet de liaison. Les confirmations des rendez-vous médicaux. Vous n'avez pas à justifier vos qualités de père, m'a-t-elle expliqué. Nous allons simplement démontrer que ces allégations sont infondées. C'est beaucoup plus probant. Elle m'a conseillé de saisir le juge aux affaires familiales pour clarifier les modalités de la garde, officialiser les échanges par écrit, définir la répartition des frais et exiger que la communication passe par email ou via une application parentale. L'objectif n'était pas de priver Noé de sa mère, mais d'assainir la situation. Lorsque j'ai mentionné les propos rapportés par Noé, j'ai ressenti une boule dans la gorge. Je refuse qu'il soit impliqué directement, ai-je précisé. Je ne veux pas qu'on le questionne sur les paroles des adultes. Mon avocate a approuvé. Ce n'est pas ce que nous demanderons. Nous signalerons simplement que l'enfant est exposé à des conflits d'adultes, et nous solliciterons un cadre pour le protéger. La procédure doit le préserver.
J'ai ajouté, je souhaite qu'il retrouve sa tranquillité, pas qu'il devienne un argument juridique. Elle a pris une note. Alors, gardons cette ligne de conduite, même si la partie adverse agit autrement. La procédure a duré plusieurs semaines. Pendant ce temps, Clara continuait d'adapter son discours. Par écrit, elle se montrait cordiale, consciente que je conservais une trace de nos échanges. À l'oral, auprès de ma famille, elle maintenait sa version. Ma mère a fini par proposer une discussion en famille pour mettre les choses au clair. J'ai d'abord pensé refuser. Puis, j'ai accepté, non pas pour débattre, mais pour fixer mes limites. Je m'y suis rendu seul. Noé participait à un anniversaire. J'avais ma pochette avec moi. La configuration était la même que la fois précédente. Clara était présente, ainsi qu'Élodie. Mon père regardait la télévision en silence. Ma mère a pris la parole en premier. Nous souhaitons simplement que tu admettes tes erreurs. J'ai posé la pochette sur mes genoux. Lesquelles? Je suis prêt à les écouter, date par date. Clara a soupiré. Tu vois, c'est révélateur. Nous parlons de l'équilibre de ton fils, et toi, tu réclames des dates. Parce que vos critiques reposent sur des faits précis. Je ne dis pas que tu n'es pas à la hauteur, Raymond. Je dis que Noé a besoin de stabilité. Et moi, je rappelle que j'ai accepté des changements pour te rendre service. Pas pour que cela soit retenu contre moi. Ma mère a pincé les lèvres. Tu n'acceptes aucune remise en question. Vous ne discutez pas avec moi. Vous convenez d'une version avec Clara. L'expression de ma mère a légèrement changé. Clara, elle, est restée très calme. Tu constitues un dossier contre la mère de ton enfant. Tu trouves cela approprié? J'ai ouvert ma pochette. Je n'avais pas l'intention d'étaler ma vie personnelle. J'ai simplement sorti 3 feuilles. L'éducation d'un enfant ne se résume pas à des tickets de caisse, a rétorqué Clara. C'est vrai. Mais lorsque la vérité sur les dépenses est modifiée, les justificatifs deviennent nécessaires. Élodie a baissé les yeux vers les documents. J'ai présenté la preuve d'un virement indiquant chaud sur Noé, avec la date et le montant. Puis, le message envoyé par Clara 3 jours plus tard à ma mère, que Mireille m'avait fait suivre par inattention, il refuse toujours de contribuer pour les baskets. Mon père a murmuré, il n'était pas utile d'en arriver là. Bien au contraire, ai-je répondu. C'est précisément parce qu'on me reproche un manque d'implication. J'ai posé le deuxième document, le courriel de l'enseignante confirmant ma présence à la réunion du 14 mars. Clara m'avait pourtant reproché, devant eux, de ne jamais m'y rendre. Le troisième document était la capture d'écran du message envoyé par erreur concernant le témoignage de ma mère. Ma mère a pâli. Raymond. Je l'ai interrompu. Je ne suis pas venu pour me justifier. J'ai essayé de le faire pendant 1 an. Je suis venu vous informer que désormais, les faits parleront d'eux-mêmes. Le ton mesuré de Clara s'est fissuré pour la première fois. Tu as vraiment l'intention d'aller au bout de cette démarche? Ce n'était pas mon intention initiale, ai-je précisé. Mais c'est la direction que vous avez choisie. J'ai rangé les documents. Ma mère pleurait, mais je suis resté impassible. C'était une réaction nouvelle pour moi. Autrefois, ces larmes m'auraient poussé à m'excuser. Cette fois, j'ai simplement repris ma pochette. Je n'aborderai plus l'organisation de la garde lors des repas de famille. Je n'accepterai plus les pressions téléphoniques, ni le partage d'informations privées. De plus, Noé ne viendra plus ici si la présence de Clara n'a pas été annoncée. Alain a levé les mains. Nous pensions bien faire. Je l'ai regardé. Non. Vous vouliez surtout maintenir les apparences. L'audience devant le juge aux affaires familiales s'est déroulée de manière très formelle. Pas d'éclat de voix, simplement l'examen d'un dossier dans un temps imparti. Clara était accompagnée de son avocat. J'étais avec le mien. Ma mère avait transmis son attestation, dans laquelle elle affirmait m'avoir vu modifier régulièrement mes semaines de garde et laisser Clara assumer la charge principale. Le juge examinait les éléments avec attention et posait des questions factuelles. Madame, vous indiquez que monsieur est fréquemment en retard à la sortie de l'école. Pouvez-vous préciser les dates? Clara a évoqué un jeudi de janvier. Mon avocate a ouvert le dossier. Pièce 12, ce jeudi correspond à la semaine de garde de madame.
Le message de l'école était adressé aux deux parents. Monsieur n'était pas responsable de la sortie ce jour-là. Clara a pincé les lèvres. Il y avait eu un accord verbal. Précisément, a répondu le juge. Je ne trouve aucune trace écrite de cet accord. Plus tard, lorsque Clara a soutenu que je ne participais pas financièrement, mon avocate a présenté les relevés bancaires justifiant le paiement de la cantine, des frais médicaux et des vêtements. Les montants correspondaient aux factures. Mon avocate s'en tenait rigoureusement aux faits. L'avocat de Clara a tenté de changer d'angle. Monsieur adopte une approche très procédurière, ce qui complique l'entente parentale. Le juge a parcouru les documents. L'usage de l'écrit semble surtout avoir été rendu nécessaire par les divergences de vos déclarations. Concernant le suivi scolaire, les courriels de l'enseignante ont clarifié la situation, confirmation des présences aux réunions, relevé des retards et vérification des signatures. Les retards qui m'étaient reprochés correspondaient presque tous aux semaines de garde de Clara ou à des jours où elle avait sollicité un changement imprévu. Mes présences et mes signatures étaient prouvées. Le juge a ensuite consulté le témoignage de ma mère. Madame votre mère indique que vous refusez souvent de respecter les horaires prévus, a noté le juge. Mon avocate a répondu, nous apportons les échanges écrits correspondants. Dans plusieurs cas, la demande de modification provient de madame, et monsieur l'accepte. L'attestation omet ce contexte. Le juge a examiné les captures d'écran. Clara a murmuré que ces messages étaient sortis de leur contexte. Mon avocate a précisé, c'est la raison pour laquelle nous avons fourni les discussions dans leur intégralité. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique. La justice a simplement permis de rétablir un récit basé sur des preuves tangibles. La décision a été rendue quelques semaines plus tard. La garde alternée a été maintenue, comme je le souhaitais. Un cadre strict a été défini, un planning écrit, des passages de relais à l'école, et des exceptions signalées 48 heures à l'avance. Le partage des frais devait s'effectuer sur présentation de justificatifs, par virement bancaire explicite. La communication devait s'opérer exclusivement via une application parentale dédiée, afin de préserver l'enfant et l'entourage de ces démarches. Une consigne précise a été ajoutée, la coparentalité exige que chaque parent s'abstienne de toute remarque dévalorisante envers l'autre parent en présence de l'enfant. C'était exactement le cadre dont nous avions besoin. Après l'audience, ma mère m'a attendu à la sortie. Clara était déjà partie. Mon père se tenait en retrait. Il paraissait soudain fatigué. Mireille avait les yeux rougis. Je pensais agir dans l'intérêt de Noé. J'ai rangé mes documents. Tu as surtout agi pour ta propre tranquillité. Elle a porté une main à sa poitrine. Ce que tu dis est difficile à entendre. Ce qui est difficile, c'est d'entendre son fils de 6 ans répéter que son père ne veut pas s'occuper de lui. Mon père a toussé. Nous n'aurions pas dû intervenir de cette façon. C'était une reconnaissance de responsabilité imparfaite, mais sincère. En effet, ai-je confirmé. Vous auriez dû rester à votre place. Ma mère a tenté de s'expliquer, Clara m'appelait en pleurs, elle disait qu'elle se sentait seule. Dans ce cas, il suffisait de m'appeler pour en discuter. Tu ne l'as pas fait. Elle est restée silencieuse. Je leur ai clairement exposé mes attentes. Il n'y aurait plus de discussion concernant la garde lors des échanges familiaux, ni de rassemblement où la présence de Clara serait imposée sans préavis. Les visites avec Noé s'organiseraient directement avec moi, sur mes semaines de garde. L'objectif n'était pas de couper les ponts, mais de protéger mon fils des conflits d'adultes. Élodie m'a envoyé un message le soir même. Je réalise que nous avons tous tiré des conclusions hâtives. Je pensais que ton silence était un aveu. Je te présente mes excuses, Raymond. Sincèrement. J'ai relu son message. J'ai pris le temps avant de répondre, merci. J'ai besoin d'un peu de temps. Elle a répondu, je comprends. C'était suffisant pour le moment. Les semaines suivantes ont demandé des ajustements. Clara gardait parfois une certaine amertume dans ses messages, mais l'application parentale permettait de conserver un historique clair des demandes et des réponses. Elle ne pouvait plus faire circuler des informations contradictoires. Le comportement de Noé a évolué progressivement. Au début, il me demandait encore si sa mère serait contrariée par telle ou telle organisation. Je lui répondais systématiquement, les adultes s'occupent du planning. Ton seul rôle est de profiter de ta vie d'enfant. Cette phrase le rassurait. Un mercredi, je suis allé le chercher au centre de loisirs.
Dans le tramway, il regardait le paysage, son sac sur les genoux. Soudain, il m'a demandé sans me regarder, « Papa, tu avais vraiment envie de t'occuper de moi, la semaine où maman disait le contraire ?» J'ai ressenti un pincement au cœur. Il fallait trouver les mots justes, au milieu des passagers du tram. « Je souhaite être avec toi chaque semaine de ma vie », ai-je répondu. Mais les adultes doivent respecter une organisation pour que tout se passe bien. Il a réfléchi un instant. Même quand je suis chez maman? Même quand tu es chez maman. Et à l'école? Surtout à l'école. Il a hoché la tête, semblant rassuré par cette mise au point, puis il m'a demandé si nous pouvions manger des pâtes. Ce soir-là, nous avons dîné simplement. Il a fait ses devoirs sur la grande table de l'appartement. Il devait lire 3 lignes et buter sur un mot. J'ai signé le carnet de liaison et rangé la facture de la cantine dans mon dossier, avec apaisement. Je n'ai pas rompu les liens avec mes parents de manière radicale. La réalité est plus nuancée. Je les vois moins souvent. Noé passe du temps avec eux, mais dans un cadre bien défini. Ma mère essaie encore parfois de justifier son attitude, mais je mets fin à la conversation si Noé est présent. Les discussions avec mon père restent superficielles, mais la relation est désormais sereine. Clara et moi ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde. Nous sommes 2 parents qui respectons des règles établies pour préserver l'essentiel. Les échanges devant l'école sont brefs et courtois. Tout changement est formulé par écrit. Lorsque je ne peux pas me libérer, je réponds simplement « Non, je ne suis pas disponible ». Nous maintenons le planning initial. Mes mains ne tremblent plus en envoyant ces messages. J'ai longtemps pensé que faire profil bas permettait d'éviter les tensions. Dans mon éducation, cela s'appelait être raisonnable. En réalité, j'étais en train de laisser d'autres personnes effacer ma place de père. Ce n'est pas mon fils que j'ai mis dans un dossier juridique, c'est la fausse image que l'on donnait de moi. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé l'un de ces petits dinosaures en plastique dans la poche de ma veste de travail, entre un badge et une vieille clé. J'ai souri. Le soir, je l'ai posé sur la table avant son arrivée. Noé l'a tout de suite remarqué. « Tu l'as gardé ?» Évidemment. Il a grimpé sur sa chaise et m'a demandé de l'aider à dessiner un tyrannosaure après ses devoirs. Le repas l'attendait, le carnet de liaison était ouvert, et mon téléphone restait éloigné, l'écran tourné vers la table. Personne, ce soir-là, ne parlait à ma place. Personne ne remettait en question mon rôle de père. Il n'y avait que mon fils, ses devoirs, son pyjama dinosaure, et cette tranquillité que j'avais obtenue non pas en fuyant, mais en rétablissant la vérité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.